Donc nous voilà toujours en Haute-Asie, hein, l'hiver 328. Donc on est un an avant la quête de l'Inde, hein, sur laquelle on reviendra bien sûr. Mais entre-temps, se déroule là aussi un moment de crise, on dira, en Sogdiane, lors d'un banquet fortement alcoolisé, dont Alexandre a été coutumier, on y reviendra. Eh bien, il tue en un coup de lance son ami d'enfance, fidèle compagnon, Clétos, qui était son frère de lait, donc, qui était en fait le fils de sa nourrice. On a un récit assez complet, hein, de cet épisode-là chez Plutarque. En fait, Clétos, bon, lui aussi sûrement ivre, hein, euh, aurait porté en fait les exploits d'Alexandre au même niveau que celui de Philippe. Il lui aurait aussi reproché de se comporter comme un tyran, avec en souvenir bien sûr l'exécution de Philotas. Donc, ce qui est certain, c'est qu'évidemment, une fois qu'Alexandre a dessoulé, il va pleurer longuement son ami, hein, et lui offrir des funérailles grandioses. Bon, n'empêche que ce crime a créé un profond malaise parmi l'entourage du roi, on va dire, va peser, hein, dans la suite. On verra qu'il y aura d'autres conjurations. C'est à cette époque-là aussi qu'Alexandre va définitivement imposer les usages, donc l'étiquette perse achéménide au sein de la cour macédonienne. Il va notamment tenter, sans grand succès en fait, hein, mais le rituel de ce qu'on appelle la proskinèse, hein, c'est-à-dire en fait la prosternation euh, hein, devant le roi. Donc évidemment très très loin des usages gréco-macédoniens, où il y avait tout de même une certaine, on va dire, égalité, enfin donc dans l'étiquette par rapport entre l'aristocratie et le roi. Et cette protestation, en fait, évidemment, vient même de la cour, hein, mais elle est portée par Callisthène, donc qui est le biographe, enfin l'historiographe officiel, hein, et le neveu d'Aristote. Donc il finit par céder, Alexandre, en ordonnant que cette étiquette, la proskynaise, donc, hein, ne soit valable que pour les sujets asiatiques. Alors c'est à la même époque aussi qu'Alexandre va enrôler 30 000 jeunes asiatiques qu'on appelle les épigones, hein, on pourrait dire les héritiers, qu'il va donc des jeunes gens, hein, qui va donc éduquer, armer à la macédonienne, afin à terme de prendre le relais des troupes qui commencent à être démobilisées. Alors, par ailleurs aussi, on se souvient de son mariage avec Roxane, montre d'ailleurs qu'il ne considère plus les Asiatiques comme des vaincus, mais comme des alliés. Et il va également nommer différents Perses à des fonctions de commandement. Alors, une nouvelle conjuration va arriver, hein, donc après celle supposée de Philotas. C'est à l'été 327 qu'on appelle la conjuration des pages. Donc les pages étant évidemment des jeunes gens, des jeunes nobles, hein, de la cour, qui en fait, pour certains, avaient tenté l'assassinat d'Alexandre. Alors tout est parti, comme souvent, d'un petit événement, on va dire, hein, voilà, un épisode, un incident, mais un jeune page en fait est puni, fouetté, enfin voilà, parce que il aurait tué une proie destinée à Alexandre lors d'une partie de chasse. Et évidemment, ils se sont humiliés, et puis évidemment, ce jeune page, on suppose, baigne dans comme ça ce contexte de contestation face au despotisme ou à la violence supposée d'Alexandre. Et sauf que cette conjuration est éventée, et il y a 7 pages qui sont
arrêté, hein, supplicié et exécuté. Alors, sauf que ça va pas se terminer là parce que il y avait un personnage fort influent auprès de ces jeunes gens, c'était donc Calistène, qui avait déjà montré son hostilité à l'emploi de l'étiquette perse. Donc, bah, Calistène, hein, même qu'il soit le neveu d'Aristote et biographe officiel, hein, ça n'empêche pas évidemment, il est jeté en prison à Bactre et il va y mourir de maladie, pour ainsi dire, de mauvais traitement, voilà, quelques mois plus tard. Donc, il n'est pas explicitement exécuté par Alexandre comme on peut parfois le lire ou le dire. Alors il y a aussi une lettre peut-être apocryphe hein, qu'aurait reçue aussi Calistène de son oncle Aristote, où ce dernier condamne les dérives absolutistes d'Alexandre. Donc en tout cas, Alexandre fait aussi écrire au régent Antipater hein, qui compte châtier tous ceux qui auraient en Grèce inspiré Calistène. Donc entre les fausses et les vraies conjurations, enfin voilà, le pouvoir d'Alexandre est quand même assez ébranlé. On peut dire que ce séjour dans les hautes satrapies ne va pas laisser que des bonnes choses, hein, et que voilà, ça va créer une scission, on va dire, entre les Macédoniens pardon, traditionnalistes et d'autres plus ouverts à la nouveauté, hein, notamment bah, la jeune génération de tous les amis, les compagnons fidèles à Alexandre, notamment les a déjà cités, mais on peut le refaire, donc Héphaïstion, Cratère, Perdiccas, Ptolémée et Eumène. Alors, ça n'empêche qu'évidemment, Alexandre n'a pas fini avec ses ambitions démesurées et qu'il veut désormais s'attaquer au monde indien. Alors, ce que les Grecs appellent l'Inde, hein, ça correspond pour nous départ au Pakistan, hein, donc c'est la frontière qui est marquée, matérialisée par le fleuve Indus, donc, qui se situe au Pakistan actuel. Et l'Inde fait figure voilà de contrée mystérieuse hein, pour les Grecs hein, qui connaissent quelques mentions à travers des textes notamment d'Hécatée et d'Hérodote, ainsi que des récits donc de Grecs qui ont séjourné à la cour des Perses. Et théoriquement, donc la vallée de l'Indus est sous contrôle de l'Empire achéménide, et à savoir donc la vallée du Gange hein, et le plateau du Décan, donc dans le centre de l'Inde, sont inconnus des Grecs. Hein. Aucun Grec n'y a jamais mis les pieds. Alors, il y a des relations, hein, évidemment, entre le monde indien et les Perses, hein, à savoir notamment qu'il y a des éléphants de guerre, notamment quelques dizaines à Gaugamel. Donc, en tout cas, évidemment, Alexandre, lui, veut retrouver le plein empire des Achéménides, et donc il veut restaurer à son profit les limites de l'empire originel, on va dire, de Darius Ier, hein, ce qui a marqué l'apogée un siècle précédent de l'empire achéménide, sachant aussi qu'il veut, on l'imagine bien, en tirer des profits commerciaux. Alors, le prétexte en fait qui va lui être fourni pour aller en Inde, c'est qu'alors qu'il combat donc pour soumettre la Sogdiane, il est appelé en fait par un dénommé Taxiles, hein, donc qui est un roitelet hein, d'une vallée septentrionale de l'Indus. Donc roitelet d'un royaume dont la capitale est Taxila, donc, ça s'appelle Taxiles, mais bon, souvent il y a des homonymies. Donc en fait, ce dénommé Taxiles va demander à Alexandre d'intervenir contre son ennemi qui monte une armée considérable qui s'appelle Poros et qui règne sur le royaume de Porava et donc qui menace le Pendjab actuel, hein, c'est-à-dire le nord du Pakistan. Euh, En tout cas, voilà, donc ça c'est le prétexte. Alors, certains historiens contemporains ont aussi défendu l'idée qu'Alexandre aurait souhaité continuer son périple même au-delà de l'Indus, hein, pas simplement restaurer les frontières originales de l'Empire achéménide,
montrant qu'il avait une ambition mondiale. On pourrait mettre des guillemets, hein. Euh, Sachant qu'il aurait voulu donc s'emparer des bases commerciales indiennes. De la même façon qu'il va préparer, hein, avant sa mort, une expédition vers les ports du Golfe Persique, hein, donc évidemment contrôler les voies commerciales. Donc en tout cas, au final, on peut considérer voilà qu'il veut se rendre maître une grande partie de l'Inde, pas de toute l'Inde évidemment, mais en tout cas voilà, d'avaler l'Indus et de contrôler euh, les routes commerciales. Donc au printemps 327, Alexandre va quitter Bactre à la tête d'une armée considérable, qui est en fait 2 fois plus nombreuse que l'armée au départ quand il est arrivé en Asie, hein, parce qu'il y a des contingents asiatiques et des mercenaires, des troupes fraîches qui sont arrivées d'Europe. Donc, imaginez, alors, quand on dit 120 000 personnes, voilà, il faut compter aussi les non-combattants. Donc les valets d'armes, les artisans, voire les épouses, les concubines, prostituées et autres esclaves. Donc voilà, hein, le chiffre à prendre avec précaution, c'est pas 120 000 combattants. Et on estime que sur les effectifs militaires, la moitié seulement sont des gréco-macédoniens, hein, le reste étant des asiatiques. Donc, comme on l'a dit, il est appelé donc, par Taxiles, qui est le maître du royaume de Taxila, qui veut lutter contre Poros. Donc, dans le même temps, il demande à Héphaestion et Perdiccas de soumettre des peuples qui ne sont pas ralliés à lui. Et en cours de route, il va être confronté à la résistance d'un peuple apparenté aux Scythes, donc on les appelle les Assassènes, qui ont levé une grande armée. Alors, c'est donc des peuples scythes, hein, et ils vont mener une résistance farouche lors du siège de leur capitale qui s'appelle Massaga. Donc là, on est aux confins du Pakistan actuel, hein, et Alexandre est même gravement blessé. Autre épisode aussi connu, ils vont se réfugier dans une place forte qui s'appelle Aornos, hein, qui signifie, on pourrait dire littéralement nid d'aigle, hein, littéralement en grec, qui est réputée imprenable et que même Héraclès, selon la légende, n'aurait jamais prise. Héraclès aussi, dans sa légende, est allé jusqu'aux confins de l'Asie, hein. Donc il finit par prendre d'assaut la citadelle, hein, et à vaincre les assassins. Donc il poursuit son chemin jusque la vallée de l'Indus et printemps 326, il arrive donc à Taxila, la capitale donc du roi Taxilès, et peu après, eh bien, il lance la bataille contre Poros, qui possède une gigantesque armée d'éléphants de guerre et là aussi, en fait, les deux armées sont séparées par un fleuve, donc l'Hydaspe. Et pour une fois, on va dire qu'Alexandre va laisser le gros des troupes à un autre général que lui-même, donc à Cratère, et avec une petite armée de cavaliers, va prendre à revers Poros. Alors, cette bataille est d'une très grande violence, hein, voilà, sachant que les éléphants de guerre font des ravages dans l'armée macédonienne. Et Poros finit par se rendre à l'issue donc d'une sévère bataille, donc la bataille de l'Hydaspe, sachant que pour l'anecdote, peu après la bataille, le cheval Bucéphale meurt d'épuisement et qu'en son honneur, Alexandre fonde une cité. Même chose, peu de temps après, son chien préféré qui s'appelle Peritas est lui aussi mort. Donc en tout cas, il poursuit sa politique d'intégration des chefs locaux, hein, et laisse Poros en place, sachant qu'évidemment, il a plus intérêt à avoir un vassal fidèle qu'un ennemi potentiel. Et il va
reprendre en fait, enfin Alexandre va reprendre à son compte en fait les projets de Poros qui étaient de continuer vers la plaine du Gange. Et c'est là où Alexandre va en fait rentrer dans une sorte de folie meurtrière. On compte pas le nombre de petites républiques, hein, cette espèce de cité démocratique indienne qui vont être rasées, massacrées jusqu'au dernier. Donc il y a une espèce de frénésie meurtrière en Inde, qui est pas forcément l'épisode le plus reluisant, même le plus connu du règne d'Alexandre. Mais enfin voilà, il y a de nombreux massacres à l'égard des peuplades indiennes qui refusent de se soumettre. Et on s'arrête là pour la campagne d'Inde. Voilà.